Alors, bonjour. Il y a ma femme à côté qui fait que je dis pas trop de conneries. Il y a une vidéo qui est sortie par le média Blast sur les antidépresseurs qui va faire parler un peu d'elle là. Et je suis choqué du documentaire pour plusieurs raisons. Alors, j'ai noté. Donc, merci aux patients et aux confrères qui m'ont envoyé la vidéo pour avoir mon avis. Ils se reconnaîtront. Et donc, j'ai pris mes petites notes là. Je vais vous le lire au fur et à mesure, les notes. Il faut avoir lu le document, vu le documentaire avant de regarder cette vidéo-là, parce que sinon, ça n'a honnêtement pas grand intérêt. Le premier truc à dire, c'est que les problématiques suicidaires avec les antidépresseurs, le black box warning, il date de 2003. Ça fait 21 ans. Je veux pas, enfin, donc mes condoléances aux parents. J'ai pris des antidépresseurs, j'ai prescrit des antidépresseurs, j'ai eu des idées suicidaires, j'ai des patients qui sont décédés de suicide. Je n'ai aucun lien avec l'industrie pharmaceutique, mais je comprends pas que le documentaire soit présenté de cette façon. Ça fait 21 ans qu'il y a un black box warning. Le black box warning, c'est écrit en gros sur la notice. Dans tous les cours qu'il y a, on le retrouve. Et en fait, c'est tellement vénère comme warning qu'il est maintenant appliqué à toutes les molécules qu'on utilise en tant qu'antidépresseur. Donc, par exemple, la kétiapine, il n'y a pas eu d'études sur la suicidologie. Mais à partir du moment où on a dit, OK, ça marche comme antidépresseur, on a foutu un warning dessus. Donc, est-ce que c'est de la science? Non. Est-ce que les autorités de santé n'en ont rien à foutre? Je ne sais pas si on peut en arriver là, parce que encore une fois, c'est décrit, 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 décrit. Donc, je suis un peu étonné, honnêtement, que le média ait cette façon-là d'en parler, parce que vraiment, c'est pas ancien. Il y a un moment où la journaliste dit, le problème, c'est que les recommandations disent qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Et ça, c'est vrai. Et à mon avis, en fait, le documentaire est passé complètement à côté du problème sur ce sujet, parce que il y a un vrai souci à partir du moment où les médecins suivent les recommandations et ne suivent pas les données. Et ben vous vous retrouvez avec des situations dégueulasses comme ça, qui sont difficilement justifiables, parce que si demain vous allez voir un psychiatre et que vous lui dites, OK, c'est quoi mon risque absolu dans la littérature de faire une tentative de suicide létale avec cet antidépresseur, il y a peu de psychiatres qui vous disent, parce qu'ils ne regardent plus les données. Ils ne regardent juste plus les données. Donc là, vous avez un autre antidépresseur qui est sorti d'abord pour les adultes et qui a l'indication du trouble anxieux généralisé, qui est l'escitalopram. Et ils ont fait une étude en 2023 où l'escitalopram a récupéré une indication pour le trouble anxieux généralisé chez les enfants. Et là, si vous lisez les recos, vous pouvez lire, oui, chez les enfants, on peut s'en servir. Si vous lisez l'étude, vous voyez à quel point l'efficacité est minime sur l'anxiété chez les enfants, et vous voyez que dans le groupe escitalopram, il y a 9,5% de problématiques suicidaires contre 1,5% dans le groupe placebo. C'est dans l'étude, il y a juste besoin de lire le papier, si vous voulez. Donc là, on n'est même pas sur le truc, ouais, mais si les labos nous mentent, non, les labos n'ont en moyenne pas besoin de mentir, parce que les données, de toute façon, ne sont pas lues par les prescripteurs. Donc, ce serait con. Donc, en fait, le jour où les médecins en psychiatrie lisent les données et savent lire les données et se cantonnent pas aux recommandations, eh ben, on aura moins de soucis. Tu vois, on aura moins de soucis. Parce que là, en plus, je sais même pas comment tu fais. C'est qui le responsable? C'est la reco qui a dit, vous pouvez prescrire ça. C'est le médecin, c'est personne, c'est tout le monde, les deux. Enfin, tu sais même pas comment tu t'en sors. Et pour information, ce n'est pas du tout ce que sont en train de nous prévoir les autorités de santé. Les autorités de santé, ils sont plutôt sur un truc où on fait les recos, et si les gens lisent pas les recos, ils font pas comme les recos, on rembourse plus, tu veux. Donc, ils sont dans un autre trip, les mecs. Donc, les gens concernés ont honnêtement du souci à se faire. Il y a un problème de dingue avec le documentaire, c'est que ça parle d'un enfant romain, et c'est pas la première fois qu'on en parle. Et dans les autres médias qui se sont prononcés sur cette histoire, il y a tout un panel de symptômes qui a été décrit par les précédents, mais pas par ce documentaire-là. Donc,
il suffit de regarder sur Internet. Moi, je fais pas de diagnostic sur Internet après les médias, mais il y a des endroits où dans les médias, ça parle de euh, l'ado qui dormait plus, qui devenait agressif, qui commençait des jeux d'argent. Et là, c'est autre chose. Si c'est ça qui s'est passé, c'est autre chose. C'est pas juste il est devenu suicidaire. Il a peut-être fait un début de virage maniaque. C'est pas impossible. Je dis pas que c'est le cas, mais je comprends pas pourquoi un média qui prône la transparence des données te représente un cas clinique comme ça et supprime la partie où il y avait en fait une symptomatologie qu'on peut rattacher à quelque chose d'autre sur le plan nosographique. Je comprends pas. Alors, j'espère que chez Blast, ils vont m'inviter au micro et qu'ils pourront nous expliquer parce que alors ça n'arrivera pas, hein. Je suis pas fou, mais je vois pas pourquoi. Donc s'il y a une bonne raison, je suis vraiment preneur parce que en vrai, ça change tout si jamais il y a eu ça et c'est un bon exemple de d'informations tronquées au détriment de tout le monde. Donc soit je me trompe, soit ils ont il y a vraiment une bonne raison, soit c'est un peu chaud quoi. Le coup de la dépression comme étant un manque de sérotonine, c'est faux. On sait que c'est faux depuis des décades. Ça fait des décades. Honnêtement, je sais même pas comment est-ce qu'on peut encore faire un documentaire en parlant de ça. Alors oui, si on fait un documentaire en parlant, en présentant les postures les plus arriérées en termes de connaissance de données, on peut faire un vrai documentaire, il n'y a aucun souci. Mais dans ce cas-là, c'est carrément un autre documentaire. C'est pas les laboratoires nous mentent, ce n'est pas la sérotonine. En fait, ça a été fait par les labos et ça a été considéré comme étant faux. Maintenant, ça fait quasiment plus de 30 ans. Donc, il y a peut-être un documentaire à faire sur comment ça se fait qu'en France, on peut encore penser que c'est un manque de sérotonine ou comment sont formés les professionnels, qu'est-ce qui se passe. Ça, ce serait peut-être un documentaire intéressant. Mais là, on peut, enfin, je veux dire, enfin, les labos, honnêtement, s'il y a encore des gens qui croient à ça, eh ben, c'est pas leur souci. Si tu veux, dire, c'est des mecs qui sont restés imperméables au savoir scientifique depuis des décades et tu peux honnêtement pas les sauver, quoi. Il y a des moments où ils interviewent David Haley, qui est un type qui parle régulièrement sur ce problème, et c'est très bien. Il y a des moments où le type Haley il dit suicidal, et en fait, il faut qu'on soit précis. Est-ce qu'on parle d'idées suicidaires? Est-ce qu'on parle de comportement suicidaire? Quand on parle de comportement suicidaire, est-ce qu'on parle de tentative de suicide avec une intentionnalité légère, modérée, moyenne, ce que tu veux? Est-ce qu'on parle d'une intentionnalité tellement faible qu'on parle de comportement parasuicidaire et qu'on est plus sur de la gestion émotionnelle inefficace que sur un suicide imminent? Est-ce qu'on parle de suicide? Enfin, il eût été bien de préciser à chaque fois de quoi on parlait parce que ça fait honnêtement pas très sérieux de mélanger un petit peu tout ça à chaque fois. Mais ça, c'est mon avis. Euh, alors voilà, il y a quelques moments où il y a des axiomes, il y a des axiomes genre les médecins ne cherchent pas à comprendre ce qui se passe. Bon, là, soit tu as des études pour le dire, soit je sais pas trop pourquoi le mec raconte ça comme ça. Il y a un moment aussi où on dit les professionnels de santé sont pas assez formés sur le suicide et tout. Mais attends, mais les professionnels de santé, moi je gagne bien ma vie, hein. Je gagne bien ma vie. Quand tu fais ta formation, quand tu prends ton serment d'Hippocrate là, il y a marqué je mettrai à jour mes connaissances. C'est mon boulot d'être formé sur les problématiques suicidaires. C'est mon boulot, si tu veux, c'est mon boulot. Si jamais j'amène ma caisse chez le garagiste et que le garagiste, il me rend ma caisse et qu'en fait, il a fait la vidange, mais qu'il a massacré le moteur, je vais pas voir le patron en disant, il faudrait que les garagistes soient formés sur les moteurs. Enfin, je veux dire, c'est notre taf. Enfin, je veux dire, c'est notre taf, quoi. Enfin, il n'est pas possible que des professionnels de santé soient là en train d'attendre en disant, ah, j'espère qu'on va avoir une formation sur le suicide. Toutes les données sont là, les données sont là. Il y a des études, même sans dépenser un centime, on arrive à trouver les études sans souci. Enfin, je veux dire, je sais pas ce qu'il faut faire de plus, quoi. Je sais pas ce qu'il faut faire de plus. L'État
français a bien des soucis, mais c'est pas à l'État français d'assurer et de continuer la formation des médecins après. Enfin, je veux dire, c'est juste pas possible, quoi. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Info pour tout le monde, les risques suicidaires avec des psychotropes sont à considérer, que ce soit des antidépresseurs, des anti-anxiété, des anti quoi que ce soit. Tous les médocs peuvent entraîner des problématiques suicidaires, soit directement, soit parce que je le prends, je dors un peu moins bien, paf, ça aggrave mon truc, ou je le prends, il se passe rien, je me dis qu'il ne va rien jamais se passer et que du coup, personne ne pourra m'aider. Enfin, tous les psychotropes. Et alors là, en fait, tous les médicaments qui rentrent dans le cerveau peuvent entraîner des problématiques suicidaires, notamment, je sais pas moi, la pilule. Voilà, la pilule. Donc, on est là en train de faire des, des documentaires sur les antidépresseurs, machin, mais c'est pas des antidépresseurs, c'est de la paroxétine. Ça marche dans la dépression, ça marche dans le trouble anxieux, ça marche dans ce que tu veux, dans les troubles digestifs, ça marche dans plein de trucs. Et en fait, si on arrête de dire les antidépresseurs et qu'on parle molécule par molécule, ben, on peut commencer à comprendre qu'en fait, ben, dès qu'il y a des molécules qui rentrent dans le cerveau, et ben, il peut y avoir des effets psychiatriques, neuropsychiatriques, et il peut y avoir des problématiques suicidaires qui surviennent. Et ça, c'est un truc à savoir. Et si demain vous allez chez votre médecin traitant et vous disent est-ce que la pilule peut donner des problématiques suicidaires et qu'il vous répond autre chose que bah oui, c'est possible, eh ben on a un méga souci, mais c'est pas à la NSM, c'est pas à la Haute Autorité de Santé, c'est pas au président d'aller forcer le savoir chez les médecins et de leur dire attention, il y a si. Ils sont censés se former de façon continue. Vous payez, vos impôts payent de la formation médicale continue pour les médecins, hein, parce que c'est remboursé par l'État quand ils vont se former. Donc moi, l'État m'aime bien parce que je me forme pas sur les trucs français et du coup, je dépense et ça m'est pas remboursé. Mais c'est déjà conclu. Enfin, c'est déjà comme ça. Donc si les médecins ne le savent pas, si on ne sait pas que tous les psychotropes peuvent entraîner des problématiques suicidaires, eh ben on a un problème de formation médicale continue. Mais on n'a pas un problème de ah les labos nous mentent. Non, il y a plein de médocs où il n'y a pas eu de trucs de labo et ben, en fait ça donne des problématiques suicidaires et on le sait, tu vois. Genre je vais dire ça marchera pas comme ça quoi. Vraiment ça marchera pas. Euh, il y a un moment où le patient il vient de dire, il arrive et dit je viens de lire sur le Vidal il y a écrit que ben oui c'est écrit. C'est écrit sur le Vidal, et le problème est que le Vidal n'est pas du tout un truc là où il y a du savoir ou quoi que ce soit. Le Vidal, c'est rédigé quand le labo fait son AMM et il donne les notices du Vidal, il donne les notices, et puis après le Vidal recopie la notice. Et donc le Vidal, un, il n'y a pas tout, deux, il y a des trucs qui sont complètement à la ramasse et ça n'est jamais revu. Mais effectivement, dans le Vidal, il y a un gros black box, un gros warning. Attention, ça peut causer des problématiques suicidaires. Donc, effectivement, c'est écrit, tu vois. Celui-là, vraiment, il est écrit, quoi. Donc, c'est pas parce que c'est écrit dans le Vidal que c'est vrai. C'est pas parce que c'est pas écrit que ça y est pas. Mais, pour le coup, celui-là, vraiment, il y est, quoi. Euh, il y a un moment où le père, il dit aussi, on a prescrit un traitement en dehors des recommandations. Oui, on est obligé. En France, il n'y a pas de recommandations en psychiatrie. Et quand il y en a, c'est des copier-coller du Vidal. Donc, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Il n'y a pas de reco. Il y a tout qui est à moitié ou à la moitié qui est hors AMM. Et c'est pas bien ou mal. C'est juste que bah, le système n'a pas du tout pour vocation de commencer à faire des recos. Parce que si tu fais des recos, faut faire quoi? Faut faire des recos pour les patients de 15 ans qui ont tel ou tel symptôme qui machin. En fait, c'est pas possible. Donc, les recos, elles sont faites pour des trucs extrêmement grossiers. Et en France, elles sont pas vraiment mises à jour de toute façon. Et les pays où il y a des recos, ben, tu fliques parce que c'est corrompu de ouf. Tu peux corrompre des recommandations. Tu peux prendre un panel d'experts qui sont des experts sur le sujet et qui ont été payés parce qu'ils ont fait des études pour les labos sur le sujet et qui corrompent les données, même pas de façon voulue, tu veux. Ils font leurs recos et en fait, tu as une interprétation des données et ça n'est rien de plus. Les recos, c'est une bande de potes qui vont interpréter les données. Mais donc en fait, c'est un retour en arrière. Les recos, c'est carrément un retour en arrière. On s'est battu pour avoir de la médecine basée sur les preuves, mais en fait, vu que les médecins vont pas lire les preuves, eh ben, on remet le jugement entre les mains d'experts.
Et ben, du coup, c'est un avis d'expert, et ben, c'est beaucoup moins important qu'une méta-analyse, je sais pas quoi. Et du coup, ben, le savoir se perd. Vraiment, le savoir se perd. Et quand tu es en médecine, tout le monde te surine en disant, ouais, la lecture critique d'articles, c'est le meilleur, c'est le truc le plus important. Vrai ou pas, Clara? Tout le monde te dit, ouais, faut connaître les articles, machin. Et puis, en fait, quand tu passes en tant que médecin, tu peux dire, ah, j'attends les recos. Bah, c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Je suis désolé. Enfin, en psychiatrie, tout ça, je parle que pour la psychiatrie parce que je me mets déjà les psychiatres à dos, je vais pas mettre tout le monde à dos non plus, hein. Et dans les autres trucs, ben, je sais pas ce qui se passe. Euh, c- Moi, je veux bien qu'on file de la psychothérapie à tout le monde, mais la psychothérapie peut aussi avoir des effets secondaires. Et je veux pas d'un endroit où on a des enfants ou des ados ou des adultes qui sont mal comme pas possible et qu'on leur prescrit d'abord de la psychothérapie et que ça se passe mal. Et je sais pas sur le plan psychologue, sur le plan légal, comment ça va se passer derrière. Parce que les données sur l'innocuité de la psychothérapie en fonction de la gravité de la pathologie et l'efficacité de la prise en charge de la thérapie, ben, elles sont pas forcément toutes blanches non plus. Donc moi je veux bien, hein, j'ai rien contre sur le principe, hein, c'est très clair. Mais enfin là moi par exemple j'ai un patient qui vient, ben il peut pas se payer sa thérapie, ben faut bien faire quelque chose, tu vois, je veux dire. Et il faut pas croire que la psychothérapie est complètement exempte de problématiques. Il y a aussi des gens qui s'aggravent en psychothérapie, il y a aucun souci, hein. Je veux dire, il y a aucun souci. Donc c'est pas que ça sert pas, c'est pas que enfin les deux sont complémentaires, mais n'importe quelle intervention, tu as des problèmes, ne serait-ce que parce que tu peux avoir des effets secondaires de l'intervention. Tu as un état de stress post-traumatique et tu vas chez le psychologue et tu ressasses toutes les semaines le traumatisme, bah il y a des gens qui sont pas très bien, hein. Donc je sais pas si ça va régler le problème honnêtement, je suis pas sûr. Il y a un moment où la personne, la journaliste là, dit qu'elle a contacté la CADA. Alors là, c'est l'administratif pour avoir accès aux documents administratifs. Alors là, c'est sublime. C'est vraiment, là, c'est du caviar pur. Il n'empêche que c'est un peu triste en soi. Toujours est-il qu'elle te dit, il y a 1500 suicides en France avec ça. Mais attendez, des suicides avec des gens qui prenaient de la paroxétine, il faut pas regarder en France. Je sais pas, c'est quoi ce réflexe de regarder en France? On en a rien à branler du nombre qu'il y en a en France. Faut regarder dans le monde. Et depuis que c'est sorti dans le monde des suicides avec de la paroxétine, il y en a eu beaucoup plus que 1500. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Et vous voulez faire quoi? Le dire aux autorités de santé? Mais c'est déjà écrit en gros. C'est déjà écrit en gros. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je suis pas avocat, hein, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Et donc, enfin, faut briser les frontières et regarder les études internationales, pas demander les trucs recensés par le MEDOM. Enfin, moi, je veux dire, je sais même pas combien de suicides n'ont pas été recensés alors que ça aurait pu être louche. Je les compte même pas, si tu veux. Je veux dire, enfin, 1500, mais c'est rien, ça fait 20 ans que ça existe. C'est rien du tout, hein. Il y en a 10 fois plus. Il y en a, honnêtement, 10 fois plus. Alors attends, là, j'arrive plus à lire à comprendre ce que j'ai écrit. Les, les études, il y en a qui sont publiées et il y en a qui sont pas publiées. Que l'entreprise pharmaceutique ne publie pas les études négatives, c'est archi connu, sûr de chez quoi. Je veux dire, il y a des articles qui reprennent les études non publiées et qui disent, bon, ben voilà, quand on prend toutes les études publiées et pas publiées, ben les IRS, ça marche pas top du tout. Ben oui, mais ça, on le sait. Je veux dire, on le sait. Je ne sais pas comment le dire autrement, quoi. C'est su, c'est su, c'est su. Si c'est pas su, eh ben, je ne sais pas comment on peut s'en sortir autrement. Il y a eu un acte en 2003 qui fait que les 2003-2006 qui fait que les cliniciens, voire les chercheurs, sont obligés de déclarer que l'étude va être faite sur un site internet et du coup, en fait, c'est là qu'il faut regarder le nombre d'études qui sont positives ou pas. Faut pas attendre celles qui arrivent dans les journaux. Faut regarder sur internet quelles études ont été faites et quelles études n'ont pas été faites. Et du coup, si tu as 10 études faites sur la paroxétine, mais qu'il y en a qu'une qui est publiée, tu peux dire, bon, soit les mecs, ils sont cons et ils ont choisi de pas publier des études qui étaient positives, soit bah, les études pas publiées, elles sont négatives et du coup, bah, c'est à prendre en compte, tu vois. Et si jamais tu dis, ah putain, faut pas faire chier, je vais pas aller sur clinicaltrials.gov tous les mardis pour regarder qu'est-ce qu'il fait ou pas. Eh ben, tu lis
lis un peu de littérature scientifique et t'es au courant, tu vois. Je veux dire, c'est juste, t'es au courant, quoi. Enfin, moi, j'ai un blog. Sur mon blog, on est en train de faire un article que les gens lisent. C'est 5 euros par mois. En plus, je fais un petit placement de produit sur la lamotrigine et pourquoi est-ce que c'est pas terrible parce qu'il y a cette étude négative avant, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas rare. Enfin, je veux dire, juste, faut se former, quoi. Franchement, faut se former. Je suis désolé, je sais pas comment le dire autrement, quoi. Ils ont eu 3 milliards de dollars d'amende GSK pour la paroxétine, mais 3 milliards, c'est rien, c'est que dalle. Vraiment, c'est que dalle. Et en fait, c'est budgété dans leur programme financier, là. Donc, ils en ont rien à foutre. Et je le redis, ils en ont rien à foutre. Si vous prescrivez que des médocs issus de laboratoires qui n'ont pas été punis par des amendes, vous ne prescrivez en psychiatrie plus rien. Alors oui, il y a un méga gros sujet parce que à partir du moment où les gens ont une amende mais qu'ils en ont rien à branler, ça pose des soucis sur quelle est la pertinence de l'amende. Mais 3 000 dollars, 3 milliards de dollars, c'est que dalle, hein. Pour GSK, ils s'en cognent complet. Et ils ont été repris sur la lamotrigine aussi. Enfin, je veux dire, alors on fait quoi du coup? On prescrit plus de psychotropes parce que dans ce cas-là, on fait plus rien. Je veux dire, Lilly c'est pareil, Abbott c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est tous les labos, c'est tous les labos. Alors, si vous voulez un fautif là, honnêtement, faut regarder nos politiques qui effectivement, voilà. Alors après, par contre, si jamais tu dis ouais, mais on leur file 200 milliards d'amendes, t'as un souci parce que si les labos ne prennent plus de risques, eh ben on n'a plus de médoc. Donc faut pas trop se foirer non plus. Là, c'est compliqué. Honnêtement, c'est pas le domaine du médecin, mais faut que vous ayez l'info sur quelle est l'importance de ça. Et donc, c'est pareil sur les problématiques suicidaires. Là, on a un documentaire de 36 minutes. On n'a pas un chiffre sur c'est quoi le risque absolu de décéder de suicide quand on soit prescrit un IRS. On n'a pas le chiffre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas le chiffre absolu. C'est un truc de ouf. Je ne sais pas si là, on ne le donne pas. Je ne sais pas où il faut le donner, quoi. Donc, il y a des études, il y a des papiers, il y a des estimations, mais il faut donner les valeurs absolues. Tu vois, tu dis pas juste, il y a un risque, il y a un risque, il y a un risque. Tu en as parlé, ça fait 40 minutes que tu en parles. Donne un chiffre. Tu vois, après, tu dis, ouh, faut faire gaffe, c'est peut-être pire, mais tu donnes un chiffre. Tu vois, tu dis pas, il y a 10 fois plus de risques que 2. Et c'est pas un risque relatif, c'est un chiffre absolu. Tu vois, la différence, je sais pas moi, si j'ai 10 fois plus de risque de mourir d'une maladie de Charcot si je mange des chips, eh ben, ça fait beaucoup comme ça. Tu te dis, waouh, 10 fois plus. Mais vu que le risque absolu, il est léger, bah, tu fais 10 fois pas grand-chose, ça fait toujours pas grand-chose. Alors que si jamais en mangeant McDo, tu as 4 fois plus de risque d'avoir un diabète, bah, vu que le risque d'avoir un diabète est déjà énorme, bah, ça pose aussi. Donc là, c'est des trucs de base, mais qui sont pas donnés. Donc, je pense que le média pourrait prendre le pas en bois et puis on les suivrait et ils commenceraient à donner des données, voilà, des données, des chiffres et tout, au lieu de faire ah là, il peut se passer ci, il peut se passer ça. Il y a un moment où ils ont dit l'ANSM et l'HAS ne sont pas utiles, à peu de choses près. Oui, je suis d'accord. Je ne sais pas pourquoi on a, on a des gens qui doivent nous valider des trucs alors qu'on a accès aux mêmes données. On a accès aux mêmes données. Un, on a accès aux mêmes données. Et deux, on a montré qu'ils étaient lents. Ils sont lents. Je veux dire, le topiramate, la NSM dit on peut plus prescrire machin, mais les warnings de ce truc, de la FDA, ils venaient, ça c'est depuis 2011 déjà. On est 13 ans en retard. Ils sont lents comme pas possible. Donc effectivement, mon avis, c'est que honnêtement, ils ne servent à rien. Je pense que j'ai quasiment tout fait. Oui, les essais cliniques sont corrompus. Ben oui, c'est-à-dire oui, oui. Là, je vous dis, dans l'autre, tu as accès au comportement problématique suicidaire, 9,5% chez les gens sous escitalopram. C'est pas dans la liste des effets secondaires sur l'étude. C'est pas sur les effets secondaires. En fait, ils ont fait effets secondaires et puis après, ils ont refait un petit paragraphe suicidalité. Et dans le petit paragraphe, tu as le chiffre et tu peux avoir les données si tu cliques sur les données supplémentaires. Tu vois. Donc, c'est un petit peu caché. C'est quand même des petits coquinous. Mais oui, c'est frauduleux de ouf, les essais cliniques. Mais c'est le système. C'est le système, les amis. C'est comme ça que ça se passe. Ils sont très contents de ça en plus. Hein, quand tu vas à la pharmacie et tu leur dis, est-ce qu'on peut donner, allez, on se paye un kiff de la metformine à quelqu'un qui est en train de prendre 40 kilos sous neuroleptique, il regarde dans le Vital, il te dit, ah non, c'est que pour les diabétiques. Et en fait, lui, il regarde les études du labo. Donc en fait, pour
une quantité énorme de professionnels de santé, les études du labo sont non seulement corrompues, etc., ok, mais en plus exclusives. C'est-à-dire que si tu refais une autre étude d'après qui est mieux foutue et qui n'est pas blindée de problématiques, eh ben, pour eux, ça n'existe pas. Et ça, c'est parce que ils n'ont pas de formation continue obligatoire, probablement. Parce que sinon, tu finis par être un petit peu à l'aise avec le fait que oui, le labo, il fait que 2 études, les 2 études marchent, c'est bon, le labo. Je le redis pour ceux qui ne savent pas, si tu fais 10 études qui ne marchent pas et 2 études qui marchent, hop, tu as l'accord de mise sur le marché, il n'y a pas de souci. Donc en fait, effectivement, il faut aller plus loin que regarder les accords de mise sur le marché. Et le problème avec les recommandations qu'on a en France, c'est que la HAS ne fait des recos que sur ce qui a l'autorisation de mise sur le marché. Donc tu vois à quel point c'est foireux, si tu veux. C'est foireux, mais genre c'est foireux sévère. Voilà. L'existence, honnêtement, de ce documentaire tel qu'il est écrit montre le retard qu'on a en France, si tu veux. On a un retard de dingue. Un retard de dingue, je veux dire. On le sait. Je veux dire, enfin, moi, je me suis fait chier, je suis désolé. On le sait. C'est dramatique pour les parents, mais c'est dramatique que ça puisse être présenté comme ça parce que vraiment, il n'y a rien de neuf du tout, quoi. Il n'y a rien de neuf du tout. Et encore une fois, pourquoi le documentaire a supprimé des symptômes qui changeaient un peu le narratif d'une situation? J'espère qu'ils ont une réponse parce que sinon, c'est glauque de ouf. Et alors, mention spéciale pour le tertian, parce qu'en fait, l'histoire, c'est, a priori, encore une fois, je n'étais pas là, c'est l'enfant, on lui prescrit un antidep, puis il commence à vriller, et là, on lui prescrit du tertian. Honnêtement, dans un autre pays, tu te fais massacrer. Tu vas au procès, tu te fais massacrer. Parce que l'antidep, ok, ok, ok. L'enfant qui commence à vriller sous antidep, est-ce que tu as une étude, une seule étude, en anglais, en belge, en yougoslave, ce que tu veux? Est-ce que tu as, mais même pas une étude, est-ce que tu as 25 lignes publiées qui te disent que oui, le tertian permet de gérer des problématiques de virage sous IRS? La réponse est non. C'est une spécialité française. Et donc là, honnêtement, dans d'autres pays, je ne sais pas ce qui poserait souci, mais c'est ça le problème. Là, vous voyez, il y a plusieurs problèmes qui ont été mis en avant et je trouve que ce n'est pas ceux sur lesquels on a insisté. Donc, qu'est-ce que viennent faire les recommandations des autorités en France? Je ne sais pas, je vois pas trop, à part entretenir cette espèce d'état dans lequel les professionnels de santé attendent d'avoir l'information métabolisée, l'information digérée par d'autres et se déchargent du coup de leur responsabilité première qui est de lire les articles scientifiques et prescrire en fonction des données qu'ils en concluent. Ça, c'était un problème. Il y a un problème de pourquoi vous avez supprimé les symptômes. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il y a un autre problème de qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que on arrive encore à avoir des trucs surprenants au point que ça fasse un documentaire alors que ça fait des décades qu'on est au courant. Donc il y a plein de trucs qui ont été soulignés, mais effectivement il y en a d'autres où je sais pas trop. Je suis surpris quoi. Et le truc le plus surprenant, c'est le tertian qui est là partout. Il est là partout en pédopsychiatrie, le tertian. Les médecins ne peuvent prescrire que ça parce qu'ils ne peuvent prescrire que dans l'AMM, sinon ils se font torpiller par la Sécu. J'en suis un exemple. Et le tertian reste dans le Vidal, reste dans les prescriptions, alors qu'il y a 0 données sur cette merde. Et ça, les amis, c'est un truc complètement scandaleux. Et je pense que je serais mort avant qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, c'était mon avis sur ce truc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai dit des conneries ou pas? Mes condoléances pour des familles, mais je sais pas s'il est coupable. Je serais curieux de voir comment ça va se passer sur le plan judiciaire derrière. Voilà, bon courage.